TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres a réuni ce jeudi entreprises publiques, assurance qualité dans l'enseignement supérieur, bilan et rentrée universitaire. Des sujets sur la table du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. À la recherche de la paix et de la sécurité religieuse et communautaire de la CEDEAO sont réunis à Lomé. Troisième forum ouvert ce matin pour 3 jours par le ministre Robert Jossé au nom du chef de l'État. Et puis 5 jours déjà qu'ils viennent à vous. Les agents recenseurs sont dans nos quartiers, villes et villages, dans tout le Togo. Comment se prennent-ils sur le terrain? Nous avons suivi quelques-uns d'entre eux. Une journée avec les agents recenseurs, c'est le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Et à l'ouverture, le Conseil des ministres réuni ce jeudi à la présidence de la République. À l'ordre du jour, les entreprises publiques, l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, le bilan de l'année universitaire écoulée. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État. Compte rendu détaillé avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Du Conseil des ministres du 27 octobre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 27 octobre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 3 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. L'examen de ce texte répond à la nécessité de modifier les dispositions de la loi de 1990 compte tenu de l'évolution de l'environnement juridique national, communautaire et international. Répondant aux besoins de transformation et de restructuration des entreprises publiques, l'adoption de ce texte concourt à la mise en œuvre de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et participe à la concrétisation de la vision du gouvernement de renforcer ces structures. L'étude de ce texte se poursuivra lors d'un prochain Conseil des ministres. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné et adopté en deuxième lecture le projet de décret portant cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation. Ce texte élargit le champ de l'assurance qualité aux établissements et centres ou organismes de recherche et rend plus visible l'orientation globale du système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Son adoption permettra à ces institutions de recherche de disposer d'un système équilibré, fonctionnel et performant qui intègre des procédures aptes à soutenir des changements internes dans le sens de la consolidation de l'assurance qualité d'une part et de l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement et de la recherche d'autre part. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication sur le déroulement de l'année universitaire 2021-2022 et les perspectives pour celle de 2022-2023, présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'année universitaire 2021-2022 qui s'achève a été marquée par la mise en œuvre d'actions qui relèvent des programmes du plan stratégique dans le but d'améliorer substantiellement les performances universitaires. Pour cette année, les 2 universités publiques de Lomé et de Kara comptent respectivement 74 472 et 21 979 étudiants. Par ailleurs, dans le but de poursuivre l'amélioration du système universitaire,
les réformes engagées dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025 des universités publiques et le développement de leurs infrastructures dans la perspective d'améliorer l'accueil des étudiants. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative au projet de stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires et relais communautaires au Togo, présenté par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Conformément à la feuille de route 2020-2025, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir la couverture sanitaire universelle à travers le renforcement de l'accès aux services sociaux de base pour tous et l'amélioration de la qualité du système de santé. En effet, il est prévu d'atteindre un taux de 90% de villages disposant d'un agent de santé communautaire formé sur les soins intégrés. Cette communication a permis de montrer la nécessité de mettre en place une stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires et relais communautaires au Togo afin d'atteindre les objectifs fixés. Le Conseil a enfin écouté une communication relative à l'assistance apportée aux victimes des attaques terroristes dans la région des Savanes, présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Suite à la dégradation de la situation sécuritaire liée aux attaques des groupes armés terroristes, notre pays a enregistré plusieurs personnes déplacées, dont des populations de pays voisins qui se sont réfugiées en territoire togolais. Au total, 789 ménages représentant 4175 personnes déplacées ont été recensés par les services compétents. Des appuis en vivres et non-vivres ont été apportés à 682 ménages, les 107 ménages restants ayant quitté les sites de regroupement au moment de l'opération. Lors de la seconde phase de l'opération de soutien, 237 ménages qui étaient toujours sur le site ont encore bénéficié de vivres. Par ailleurs, des équipes techniques composées de psychologues et d'agents sociaux ont été déployées sur le terrain pour assurer une prise en charge psychologique aux victimes. Enfin, des dispositions ont été prises pour la scolarisation des élèves déplacés dans les écoles des préfectures d'accueil. Afin de renforcer les infrastructures de ces écoles, des salles de classe sont en construction par les services dédiés. Le Conseil a saisi cette opportunité pour saluer la résilience de nos compatriotes face aux menaces terroristes et pour réitérer son engagement, sous le leadership du chef de l'État, à assurer une prise en charge effective de ces personnes déplacées. Au titre des divers, le ministre du Tourisme et de la Culture a rendu compte au Conseil de la tenue à Lomé du 4 au 6 novembre 2022 du Salon international du textile africain. Cet événement, qui réunit une quarantaine de pays, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État de promouvoir la transformation locale des matières premières, notamment agricoles. Le Conseil a salué la tenue de cet événement et encouragé l'ensemble des acteurs à se mobiliser pour sa réussite. Le Conseil a ensuite été sensibilisé par Madame le ministre des Sports et des Loisirs sur la tenue de la 2e édition de la Journée nationale du sport. En effet, suite à la réussite de la première édition, la 2e édition de la Journée nationale du sport se tiendra ce samedi 29 octobre 2022. Le Conseil a salué l'engagement des Togolais dans le cadre de cette activité de promotion du sport, du vivre ensemble et de la cohésion et a encouragé toute la population togolaise à poursuivre son élan en se mobilisant massivement pour cette 2e édition, ceci dans le respect des consignes sécuritaires et administratives. Fait à Lomé, le 27 octobre 2022, le Conseil des ministres. On vient de l'entendre, c'est l'un des sujets sur la table du Conseil des ministres ce jeudi, le bilan de l'année universitaire 2021-2022, la rentrée sur les campus, objet de questions des journalistes après le Conseil, extrait de la réponse du ministre porte-parole du gouvernement.
observons dans les universités publiques ou dans les universités dans notre pays est une situation normale. Les universités, pour pouvoir mener à bien leur mission de formation, notamment, gagnent à être dans un climat de paix, on peut le dire, dans un climat de sécurité, et en s'appuyant sur les plans stratégiques que les universités ont adoptés, il y a un travail important qui a été fait en amont. Et ce travail-là, il a été réalisé non seulement au plan infrastructurel, pour mieux accueillir les étudiants, mais également au plan pédagogique, pour procéder progressivement à une adaptation des différentes offres de formation au marché, mais également au contenu des offres de marché et au profil des étudiants. Donc le gouvernement va continuer à travailler sur ces deux axes et évidemment à continuer à améliorer un troisième qui concerne les bourses des étudiants. Donc tous ces axes-là vont connaître une évolution croissante parce que non seulement ces axes sont inscrits dans les plans stratégiques des universités, mais aussi parce que l'objectif, c'est d'avoir une certaine qualité de la formation. L'accompagnement des étudiants est sollicité là-dessus parce qu'on ne peut pas obtenir ces résultats-là sans le concours des étudiants. Et aujourd'hui, de plus en plus, les messages qui sont délivrés à leur endroit, en termes d'assiduité, en termes de résilience, en termes de protection de l'environnement, tous ces messages-là sont plutôt bien reçus par les étudiants. Le gouvernement continuera à jouer son rôle et espère que les différentes parties aussi feront de même. Et l'intégralité de la conférence de presse d'après-conseil est à suivre en fin de journal. Je vous l'annonçais aussi en titre tout à l'heure. Lomé, capitale depuis ce matin de la paix et de la sécurité recherchée avec avidité par religieux et communautaires de la CEDEAO. Désir exprimé au 3e forum sur l'éducation de la culture de la paix. Une rencontre ouverte ce jeudi par le ministre Robert Joussé au nom du chef de l'État. Écoutez ça là. De nos cœurs, toute violence. 3 religions unies pour une seule vision. Instaurer une paix durable et la sécurité au sein de l'espace CEDEAO. Prières musulmanes, chrétiennes et traditionnelles ont donné le ton au 3e forum sur l'éducation à la culture de la paix. Le sujet est abordé sous le prisme d'un dialogue intra- et interreligieux. Le thème de cette 3e édition, communauté et extrémisme violent, question de cohésion sociale dans les États de l'Afrique de l'Ouest, vise à revitaliser la cohésion sociale, la confiance et les bonnes relations dans nos communautés. Ce n'est que lorsque les individus ont un sentiment d'appartenance qu'ils seront prêts à protéger la paix et à contribuer à la sécurité dans notre société. C'est pourquoi nous devons renforcer les mesures préventives et à travers ce forum, nous engager efficacement afin de cultiver l'esprit de tolérance, de dialogue et de cohabitation au sein de nos communautés. Cela impose le renforcement des mécanismes de dialogue au sein des différentes communautés. Les clés pour y parvenir seront définies au cours des 3 jours d'échange. Leaders politiques, religieux et communautaires, société civile, chacun a un rôle à jouer. Pour construire la cohésion sociale dans les contextes difficiles actuels de nos États et de notre région, il faut agir sur les dynamiques conflictuelles, les antagonismes et errements catastrophiques entre communautés susceptibles d'alimenter et de fournir de carburant à l'extrémisme violent. La paix dans l'ensemble de la région ouest-africaine passe en partie par la cohésion dans et entre les communautés. C'est en offrant protection et garantie de sûreté aux communautés que nous leur permettons de jouer leur rôle d'actrices de la paix. Sont attendues à la fin des travaux des propositions concrètes en vue de relever les défis qui s'imposent à la sous-région. Toute la région, en cette semaine, a le regard tourné
vers Lomé. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous voulons vous proposer qu'à la fin de votre forum, vous allez adopter la déclaration de Lomé, proposer à votre instance, auguste instance, composée de leaders politiques, religieux, traditionnels, etc., une déclaration spéciale, celle de faire de Lomé la ville de la paix, du dialogue, de la médiation et de la tolérance. À l'issue des assises, un plan d'action sera élaboré et mis en œuvre dans les 15 États membres de la CEDEAO. Le plan devra mettre en relief la prévention des conflits à travers la sensibilisation à tous les niveaux. Et troisième forum sur l'éducation de la culture, de la paix à Lomé. Quelles sont les attentes des participants? Voici ce qu'a recueilli Ekwisa Laporno. It is my hope that I will learn from the experiences of others. J'espère pouvoir apprendre des expériences des autres, en particulier des pays qui ont connu des conflits religieux et des attaques djihadistes comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria. Ceci pour se préparer en amont, car en Sierra Leone, nous jouissons d'une coexistence pacifique et de la tolérance religieuse. Chez nous, les musulmans aident les chrétiens à construire leurs églises et les chrétiens aident les musulmans à construire leurs mosquées dans les provinces. Mais nous avons affaire à une situation humaine et avec une population très élevée, je veux dire au niveau des jeunes au chômage, tout peut arriver. Il pourrait y avoir une radicalisation qui pourrait changer tous ces acquis positifs dont j'ai parlé. J'espère donc apprendre des expériences des autres, de la manière dont ils ont géré les extrémismes religieux, les attaques djihadistes et certains des fruits positifs qu'ils ont tirés de leurs expériences. Jihadist attacks and some of the positive fruits that they have had from their experiences. Avant d'atteindre à la paix, d'abord, il faut l'amour. Il faut qu'on s'aime, et puis sans hypocrisie, et puis sans parti pris. Et si on s'aime sans hypocrisie, je pense que la paix que nous cherchons peut regagner surtout l'Afrique et le Togo. Il faut avoir la conscience, il faut savoir prendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la guerre, les attaques, tout ça là ne vient pas de quelque part, ça vient de nous-mêmes. Il faut savoir refuser quelque chose et savoir accepter aussi quelque chose. Là, je pense qu'il y aura la paix partout. Parler de l'éducation à la paix, au dialogue et à la cohésion sociale sans pour autant que cela ne soit reflété dans les curricula des écoles, c'est rester aussi dans les slogans. Il faudrait que, au sortir de cette rencontre, qu'on puisse y avoir une entité sous-régionale des religieux et des autorités traditionnelles et coutumières. Que ces entités-là puissent être des organisations qui jouent à la prévention sur certaines questions qui peuvent être facteurs de discorde et d'incompréhension. La santé évoquée aussi ce soir, et cette chance, vous allez le voir, pour ces enfants, ils sont nés avec des malformations. Une mission d'opération gratuite chirurgicale va leur redonner du sourire et surtout, vous imaginez, aux parents. Opération à Karadjou, la correspondance de Nestor Moussou. Ces enfants souffrent de malformations labiopalatines, communément appelées bec de lièvre. Ils ont été identifiés pour bénéficier d'une campagne gratuite de chirurgie de reconstitution au centre hospitalier universitaire CHU Kara. Les fentes labiopalatines peuvent survenir de façon sporadique. Elles peuvent aussi être héréditaires. Les porteurs de ces malformations sont confrontés à de nombreuses difficultés. D'abord, lorsque nous prenons le cas des fentes labiales, il y a déjà à la naissance des difficultés à téter. Donc il y a déjà une difficulté à s'alimenter. Lorsque nous prenons ces mêmes cas de fente labiale, vous allez voir que lorsque l'alvéole est atteint, les dents ne poussent pas normalement. Les dents poussent dans pratiquement tous les sens et d'une manière désordonnée. Et lorsque nous prenons le cas des fentes palatines, puisque c'est une fente qui se trouve au fond de la bouche,
au palais. Lorsque l'enfant va ingérer quelque chose, très rapidement, ça ressort par les narines. Et ça va être à l'origine également d'infections régulières, sans oublier le handicap social que cela constitue pour eux. Lorsqu'on les opère ou bien on les prend en charge plus tôt, l'insertion sociale se fait plus rapidement et l'enfant subit moins le traumatisme social. C'est le partenariat entre le CHU Kara et l'ONG américaine Smile Train qui a permis l'organisation de cette mission chirurgicale humanitaire. Smile Train qui en français signifie le train du sourire. C'est pourquoi nous aimons Smile Train, c'est que Smile Train a une politique. Et cette politique, c'est apprendre aux gens à pêcher les poissons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils viennent donner la capacité aux chirurgiens locaux de prendre en charge les gens de leur population. Ils ne sont pas là à venir pour opérer à la place des uns et des autres. Cette mission chirurgicale de reconstitution est la première que le CHU et Smile Train ont initiée à Kara. Elle va toucher une vingtaine d'enfants pour leur redonner le sourire. Par le passé, Smile Train a accompagné un certain nombre d'hôpitaux dans la partie méridionale du pays pour la même cause. On en connaît autour de nous une personne malvoyante, malentendante. Difficile est leur insertion dans la société. C'est l'objet justement d'une rencontre à Lomé ce jeudi avec dans la foulée le lancement du projet Déficience AO. Les précisions de Carmen Madjé à Capo. Les déficiences visuelles et auditives ont un impact majeur sur la vie des individus et affectent leur accès aux droits civiques, socio-économiques et culturels. En Afrique de l'Ouest, les structures de prise en charge et d'accompagnement des déficiences visuelles et auditives sont encore peu nombreuses, inégalement réparties et sous-financées. Depuis 2011, les associations de malvoyants et malentendants d'Afrique francophone conjuguent leurs efforts pour faire un plaidoyer en vue d'insuffler des changements dans la société. Aujourd'hui, avec l'aide de quelques ONG de la France réunies en un consortium d'acteurs, ils lancent le projet Déficience AO. C'est un projet destiné à permettre aux professionnels de ces champs d'activité qui prennent en charge les enfants déficients sensoriels, qu'ils soient malentendants, sourds, aveugles, de bénéficier de compétences, d'expériences et de formations au sein d'ateliers qui sont conduits pendant plusieurs exercices, plusieurs années, et qui seront d'ailleurs sans doute renouvelés, puisque, encore une fois, c'est un projet qui se caractérise, qui se définit entre autres par sa durée, sa permanence entre les acteurs. Le projet Déficience AO va durer 3 ans. Il envisage d'envoyer tous les enfants handicapés visuels et auditifs d'Afrique de l'Ouest francophone à l'école d'ici à 2025. Bien qu'au Togo, des actions soient menées pour mieux inclure ces personnes, des défis restent à relever. Les enfants handicapés sensoriels sont encore déscolarisés, c'est-à-dire ne vont plus à l'école. Donc il s'agit ici de créer encore des cadres pour permettre à ces enfants-là d'aller à l'école. Des associations luttant pour les droits des personnes malvoyantes et malentendantes de 6 pays d'Afrique francophone et de la France sont présentes à Lomé. Elles vont, au sortir de la rencontre, mettre en place un modèle organisationnel d'intervention rapide en matière de défense des droits des personnes déficientes sensorielles. Le projet Déficience AO a été financé par l'Agence française de développement et des ONG à hauteur de 1 254 000 €, soit environ 900 millions de francs CFA. Le 20h, la suite est ce numéro à retenir, à composer au besoin pour un conseil, un appui conseil, et surtout pour les producteurs agricoles, les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Le MIFA et la PIA viennent d'ouvrir ce centre d'appel. Le lancement leur est ici, Ramdan Bassina. Les acteurs des chaînes de valeur agricole peuvent contacter désormais le 8300 pour leurs besoins en information. Le MIFA met à disposition des installations techniques et une équipe permanente 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Le centre d'appel, situé dans les locaux du MIFA, devra assurer l'autonomie des agriculteurs à travers des appuis conseils. Dans chaque canton du Togo, il y a un agent de l'ICAT, Institut de conseil agricole, qui accompagne les producteurs. Mais ce centre d'appel viendra renforcer ce dispositif en permettant à chaque agriculteur
à tout moment d'appeler directement le 8300 pour accéder à des informations sur la météo, des informations sur les bonnes pratiques agricoles, des informations sur le marché. Donc tous les acteurs agricoles peuvent appeler ce numéro, quelle que soit la filière, pour pouvoir accéder à des informations précises. Le MIFA ne vient pas concurrencer les agrégateurs. La plateforme industrielle d'Adetikop ne vient pas concurrencer les agrégateurs. Au contraire, nous sommes et nous serons dans un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir développer et moderniser l'agriculture dans notre pays. La plateforme industrielle d'Adetikop PIA s'associe à cette démarche innovante pour un service de proximité et de qualité. Être à l'écoute des producteurs agricoles du Togo, une priorité pour une productivité assurée. Ce projet de centre d'appel est venu pour aider les producteurs, premièrement pour que les producteurs soient indépendants. C'est-à-dire que les producteurs ne dépendent pas de qui que ce soit. Chaque producteur a un téléphone portable. Avec son téléphone portable, il appelle gratuitement le 8300 et il pourra avoir des conseils qui pourront l'aider dans sa production. Également, au champ, il peut savoir quand semer, quoi semer et comment semer, parce qu'il y a les agronomes qui seront au centre d'appel, qui vont recevoir les appels, répondre aux inquiétudes des producteurs. Pour cette fois-ci, l'ICAT va nous accompagner quand il faut semer, quand il y en aura de plus, quand il y en aura de ceci, et puis les choses vont aller dans de bonnes conditions. Le gouvernement s'emploie à développer l'agro-industrie et à en faire une source de création de richesses. Le centre d'appel 8300 est déjà opérationnel. Le 8300 permet de garder un lien permanent avec le monde agricole. Vous les avez peut-être déjà reçus chez vous. Cela fait 5 jours aujourd'hui qu'ils vont de maison en maison. Les agents en recenseur visibles par leur gilet sont dans nos quartiers et dans nos villages. Comment se passe l'opération? Comment s'y prennent-ils ces agents recenseurs avec les ménages? Nous avons suivi quelques-uns d'entre eux. Une journée avec les agents recenseurs, c'est le dossier de cette édition. Un sujet préparé avec Solange Jamandé. Fine avant le démarrage de la journée. Donc toi tu vas commencer de ce côté-là et poursuivre en allant de ce côté-là. C'est bon? C'est bon, monsieur. Ok. Superviseur, contrôleur, agent recenseur, petite piqûre de rappel de la mission de terrain pour tout le monde. Pendant 3 semaines, Abdou va faire du porte-à-porte. Aucune maison à oublier dans le grand quartier Vakwasito. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour effectuer une reconnaissance de nos ZD. Avant cela, on était là avec nos contrôleurs et nos chefs d'équipe qui nous ont permis de reconnaître nos ZD et de revoir les limites par lesquelles nous allons limiter nos ZD et reconnaître les îlots qui sont dans nos ZD. Première visite de la matinée, la famille Diabakati. Une série de questions-réponses. J'aurais besoin de la liste des personnes qui vivent dans votre ménage. Éducation, santé, nombre de résidents, tout est passé en revue. Et mon petit frère répond au nom de Diabakati, Wahid. Kadel, le chef de famille, se prête volontiers à l'exercice, même pour des questions un peu gênantes. Est-ce qu'elle a passé la nuit précédemment au passage? Oui, d'accord. Personne n'aime afficher sa vie privée. Mais comme au départ, l'agent m'a rassuré que les questions privées ne seront pas d'ordre public, ce sera confidentiel. Donc, ça ne me gêne pas. Une trentaine de minutes pour faire le tour. In fine, toutes les informations sur la famille Diabakati est consignées dans la base de données du 5e recensement de la population de l'habitat. C'est bon. À quelques pâtés de maison, un autre gilet vert, Faïzatou. C'est en langue nationale qu'elle va, elle, à la rencontre des ménages. Tout un travail d'équipe chapeauté par les superviseurs. Un agent ne peut pas aller travailler dans une zone de dénombrement qui n'est pas la sienne. Quand cela se fait, la tablette se bloque automatiquement. Mais après, lors de l'évolution, lorsqu'on constate que sur une zone, le travail n'a pas assez évolué, il est possible qu'on affecte, qu'on redéploie un agent avec l'autorisation de la hiérarchie. L'agent peut travailler très tôt le matin et finir très tard dans la nuit. Après plusieurs tentatives, l'agent et le recenseur a fait des visites de rappel, mais qui ne trouve pas la personne. Donc, à ce niveau-là, on est en train de tendre vers la fin de l'opération. L'agent recenseur pourra recueillir quelques informations nécessaires auprès des ménages voisins. En tout, 14 500 agents recenseurs vont sillonner tout le territoire togolais. Un devoir citoyen dans la courtoisie et la convivialité.
attendu des données fiables. Et il est 20h31 à l'étranger et juste à côté au Ghana, le cédis chute au plus bas de son niveau et devient la devise la plus faible au monde. Elle a perdu en effet plus de 45% de sa valeur face au dollar américain. L'Afrique porte la paix et veut rapprocher ces deux pays frères. Propos hier, mercredi, du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen, Umaro Sissoko Embalo, lors de sa visite en Ukraine. Et puis un mot de football, le foot et ce partenariat à la Fédération togolaise de football, New World TV, qui acquiert désormais les droits de diffusion du championnat D1. Un accord a été conclu et signé ce jeudi. Le championnat D1 va désormais s'appeler D1 Lonato, un sujet sur lequel le service des sports reviendra amplement. Et c'était annoncé. Retour maintenant sur l'intégralité de la conférence de presse animée après le Conseil des ministres ce jeudi. Bruce Octave, journaliste à Togo First. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi portant régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. Alors, j'ai deux questions à ce propos. Déjà, quel est l'objectif de ce test, si vous pouvez déjà le rappeler? Et ensuite, quel statut juridique répond le mieux à nos entreprises publiques qui sont confrontées à des difficultés dans leur gestion? L'avant-projet de loi portant régime juridique des entreprises publiques vient en proposition pour actualiser un texte qui existait déjà. Nous avions un texte qui date des années 90, du 4 décembre 1990, et qui organisait les entreprises publiques. On a des entreprises publiques qui sont constituées en forme de sociétés d'État et qui peuvent agir sur le marché au même titre que les sociétés de droit privé. Aujourd'hui, le gouvernement a fait l'état des lieux de ces sociétés et a tout simplement constaté que les règles qui gouvernent ces sociétés d'État sont inadaptées aux réalités actuelles. Si je cite un exemple, les sociétés d'État sont organisées en général sous forme de sociétés anonymes et aujourd'hui, on l'a vu, les sociétés anonymes sont gouvernées par des règles tirées de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Or, ces règles-là, des règles du droit au WADA, ont été modifiées déjà par deux fois, en 1997 et en 2014. Donc il y a une réelle nécessité de revoir d'abord la politique même de création des établissements, des entreprises publiques, de revoir le rôle des tutelles techniques ou financières, l'organisation et le fonctionnement même de cette entité. Donc cet avant-projet de loi vise à adapter le texte existant aux réalités actuelles. Lorsque l'on décide de créer une structure comme une entreprise publique, plusieurs formes sont ouvertes. Classiquement, la forme qui était la plus utilisée, c'était la forme de société anonyme. Et aujourd'hui, le texte se propose d'aller plus loin en proposant justement une nouvelle forme, les sociétés par action simplifiée avec conseil d'administration. Donc l'idée, c'est de permettre à des entités moins fortes, comme les collectivités territoriales, de pouvoir créer elles aussi ces entreprises publiques, évidemment, dans le respect d'un certain nombre de règles. Parce que vous le savez, les sociétés par action simplifiée sont nettement plus souples que les sociétés anonymes. Honoré Lemou, New World TV. Alors, ma question elle est relative à l'examen du projet de décret portant cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Qu'entend-on par assurance qualité? L'assurance qualité peut être entendue comme un processus systématique qui vise à certifier un produit, c'est-à-dire qui vise à apporter la vérification selon laquelle un produit, dans sa conception, dans sa réalisation, correspond à des standards qui sont déjà arrêtés. Si l'on veut rapporter cette définition au secteur de l'éducation ou au secteur de la recherche, l'assurance qualité ici serait donc ce processus à mettre en place et qui permettrait de vérifier si les curricula qui sont proposés dans nos universités sont en phase avec les standards internationaux.
L'assurance qualité a cet objectif-là, de vérifier que ce soit à l'interne. D'abord, il y a 2 niveaux ou même 3 niveaux d'assurance qualité. L'assurance qualité doit être implémentée à l'interne, c'est-à-dire que la structure elle-même doit mettre en place des mécanismes pour vérifier si on reste dans le secteur de l'éducation, si les formations qui sont délivrées respectent ces standards internationaux. Et après, il peut y avoir une structure externe qui procède à une autre vérification avant que des structures internationales procèdent à des vérifications qui visent à certifier que l'enseignement qui est dispensé dans telle université répond parfaitement aux standards internationaux. Moi, c'est Issaka Aruna de la télévision togolaise TVT. Je voulais rebondir sur cette question pour vous demander, est-ce que cette assurance qualité va concerner aussi les établissements d'enseignement supérieur privés du Togo? Absolument. Vous savez, notre État est un seul et indivisible, et les diplômes qui sont délivrés dans les établissements d'enseignement privé sont des diplômes qui sont délivrés sous l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Évidemment, nous rentrons au-delà du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans un système qui est plus large, c'est-à-dire le CAMES. Donc, l'assurance qualité aujourd'hui, dans ce projet de décret qui a été adopté, vise non seulement les établissements d'enseignement public, mais également les établissements d'enseignement privé, les organismes de recherche et autres instituts. Monsieur le ministre, est-ce que le diplôme universitaire togolais est compétitif dans certains pays hors CAMES aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons la chance, en tout cas pour nous autres Togolais, d'avoir des diplômes qui sont délivrés par l'État. Comme ces diplômes-là sont d'abord reconnus par le CAMES et que le CAMES dispose d'un système d'assurance qualité interne et externe, aujourd'hui, les diplômes qui sont délivrés dans notre pays, qui sont reconnus par le CAMES, sont compétitifs hors du système CAMES parce qu'il y a un référentiel d'assurance qualité qui est respecté. Et on le voit aujourd'hui, lorsque vous décidez de vous inscrire hors de notre pays, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à vous inscrire parce que nos diplômes sont reconnus à l'international. Le Conseil a écouté une communication relative au projet de stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaire et relais communautaires au Togo. Monsieur le ministre, qui appelle-t-on agent communautaire et quel est son rôle par rapport aux acteurs du système de santé? Les agents de santé communautaire, on peut les considérer tout simplement comme des relais de santé. C'est-à-dire que ce sont des personnes comme vous et moi qui vivent dans des communautés et qui sont formées sur des domaines spécifiques et qui font le plus souvent de la sensibilisation, de la prévention également, et peuvent même référer certains à des établissements ou à des formations sanitaires. Alors, il faut certainement revenir sur la définition même de la santé communautaire. En général, on définit la santé communautaire par opposition à la santé publique. La santé publique impose que l'État intervienne directement dans les mécanismes de santé. Alors que la santé communautaire va mettre en jeu ou en relief la participation de l'individu lui-même à sa santé et à la santé de tous ceux qui l'entourent. Donc, l'agent de santé communautaire est un relais entre les individus ou les membres de sa communauté et le système de santé classique. Donc, il participe parce que les communautés ne sont pas toujours très proches des formations sanitaires et l'agent de santé communautaire joue ce rôle-là de tampon ou en tout cas de relais plutôt entre les communautés et le système de santé classique. Donc, il est formé sur des thématiques spécifiques. Il peut être formé, par exemple, sur les questions de prévention, sur des maladies. Il peut être formé sur des problématiques relatives à la contraception. Et sur ces thématiques précises, il est d'une certaine utilité à sa communauté. Est-ce que cela suppose que l'agent de santé communautaire peut suppléer les agents de santé dans certaines formations sanitaires qui sont parfois confrontés à un déficit de personnel? Ce n'est pas l'objectif ou ce n'est pas le but qui est assigné à ce profil.
les agents de santé communautaire sont complémentaires aux formations sanitaires parce qu'ils reçoivent des formations spécifiques pour pouvoir accompagner les populations. Mais les soins de santé à proprement parler dans les formations sanitaires sont le propre des agents de santé. Le Conseil a écouté une communication relative au bilan universitaire 2021-2022. Et nous savons très bien depuis un certain temps, il y a une certaine accalmie dans nos universités publiques. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour garder le cap? La situation que nous observons dans les universités publiques ou dans les universités dans notre pays est une situation normale. Les universités, pour pouvoir mener à bien leur mission de formation, notamment, gagnent à être dans un climat de paix, on peut le dire, dans un climat de sécurité, et en s'appuyant sur les plans stratégiques que les universités ont adoptés, il y a un travail important qui a été fait en amont. Et ce travail-là, il a été réalisé non seulement au plan infrastructurel, pour mieux accueillir les étudiants, mais également au plan pédagogique, pour procéder progressivement à une adaptation des différentes offres de formation au marché, mais également au contenu des offres de marché et au profil des étudiants. Donc le gouvernement va continuer à travailler sur ces deux axes et évidemment à continuer à améliorer un troisième qui concerne les bourses des étudiants. Donc tous ces axes-là vont connaître une évolution croissante parce que non seulement ces axes sont inscrits dans les plans stratégiques des universités, mais aussi parce que l'objectif, c'est d'avoir une certaine qualité de la formation. L'accompagnement des étudiants est sollicité là-dessus parce qu'on ne peut pas obtenir ces résultats-là sans le concours des étudiants. Et aujourd'hui, de plus en plus, les messages qui sont délivrés à leur endroit, en termes d'assiduité, en termes de résilience, en termes de protection de l'environnement, tous ces messages-là sont plutôt bien reçus par les étudiants. Le gouvernement continuera à jouer son rôle et espère que les différentes parties aussi feront de même. Le Conseil a écouté une dernière communication sur la prise en charge des déplacés, le nombre de ces déplacés qui s'est accru avec les attaques que le pays a connues au nord. Et lorsqu'on parle de déplacés, on sait ce que ça entraîne. Est-ce qu'on peut s'attendre à des indemnisations? On a une situation particulière, on vit une situation particulière qui est tirée des attaques terroristes que notre pays a connues. Et au titre de cette situation, il faut sans doute apporter la lumière sur ce que on a d'abord des déplacés, c'est-à-dire des personnes qui, à l'intérieur de notre territoire, ont dû quitter leur lieu d'habitation ou leur lieu de résidence habituel pour être dans des endroits plus sécurisés. Et on a une autre catégorie qui vient des pays voisins avec des individus qui, eux aussi, ont quitté leur territoire pour des raisons de sécurité et sont venus se réfugier chez nous. Sur ces deux catégories de personnes, le gouvernement a mené d'abord une action d'urgence. Et cette action, elle consiste notamment à sécuriser la présence de ces personnes-là et à créer les conditions pour que ces personnes aient une vie digne et continuer à vaquer à certaines de leurs occupations. Cela s'est traduit notamment par la mise en place d'une commission d'urgence avec l'Agence nationale de protection civile qui fait un travail formidable, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Action sociale, l'éducation, la santé, qui ont travaillé de concert pour accompagner ces personnes-là qui sont dans des situations particulières dans l'urgence. Donc aujourd'hui, pour les plus jeunes qui sont scolarisés, il a été identifié les établissements d'accueil dans des préfectures d'accueil et dans ces préfectures-là, il a été nécessaire de lancer la construction de nouveaux bâtiments pour pouvoir accueillir ce surcroît d'élèves notamment. Certains d'ailleurs ont eu l'opportunité d'être inscrits dans des établissements d'excellence. Et en marge de cela, on a parlé de la mise à disposition de vivres et de non-vivres pour que ces personnes-là puissent continuer à vivre dans des conditions décentes. Pour ce qui est de leur situation antérieure, aujourd'hui, l'objectif qui est fixé,
c'est d'abord de sécuriser ces personnes, de faire en sorte que ces personnes continuent de vivre dans des conditions décentes et de favoriser à terme leur retour dans leur région d'origine. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que cela a pu coûter, par exemple, à l'État en termes de prise en charge et de gestion de ces déplacés-là? Ce sont des dépenses qui sont en cours. La consolidation n'est pas encore effective, mais en temps voulu, le gouvernement ne manquera pas de communiquer sur ces dépenses-là. Et voilà, on sait maintenant tout sur donc, le Conseil des ministres, la conférence de presse, c'était donc l'intégralité à l'instant. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et particulièrement de Pelé à Timé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.